Donc aujourd'hui, ce qu'on m'a demandé, c'était de parler de formation continue. Et là, en réfléchissant un peu avec Alexandre, on essayait de voir des angles qui pourraient être intéressants pour tout le monde, de voir comment un peu discuter du sujet. Donc vraiment, l'angle qu'on a choisi, c'est d'abord de prendre la porte d'entrée de la compétence numérique. Je suis en sciences de l'éducation, je ne le cache pas. Si vous me placez devant un ordinateur, vous me demandez de programmer l'intelligence artificielle, je suis incapable de ça. Donc, je suis capable d'utiliser les ressources, mais je ne suis pas capable de programmer ou faire des choses. Et donc, ça nous a posé la question, mais la littératie de l'IA, qu'est-ce que je dois savoir puis qu'est-ce que je ne dois pas savoir en fonction de qui je suis ou en fonction de ce que j'aurai à faire plus tard avec le numérique. Donc, allons-y. Donc, on va voir Alexandre Lepage, je vous ai dit, on a sauvé une diapo. Donc, le plan de la présentation, assez classique, en fait. Je vais commencer brièvement pour vous présenter le cadre de référence de la compétence numérique et la présence de l'IA. Donc, le cadre qui a été rédigé en 2018. Ensuite, la formation continue l'IA. Et donc, il va y avoir deux axes particuliers. Donc, les besoins en IA en formation continue. Et là, j'ai marqué le cas particulier des futurs enseignants et enseignantes. Et j'aurais pu vous mettre aussi enseignants et enseignantes, ceux qui travaillent également. Je suis en sciences de l'éducation, ça me concerne particulièrement. Donc, je ne m'intéresse pas seulement aux étudiants et étudiantes au cycle supérieur, mais ceux plus particulièrement en sciences de l'éducation. Vous allez voir que je vais essayer de faire l'état de montrer qu'ils sont un peu différents parce que non seulement je dois les enseigner à mobiliser l'IA, mais ceux-ci et les enseignants et enseignantes vont devoir également être capables de les mobiliser avec leurs élèves et enseigner l'IA à leurs élèves au primaire et au secondaire. Et ça, pour moi, c'est quand même un grand défi. On pourrait même parler de didactique de l'IA, un champ qui, si vous cherchez en ce moment, existe peu de comment. On le retrouve dans les champs informels, dans les musées, par exemple, mais la didactique de l'IA, donc, c'est un enjeu. Et le double enjeu qu'on apporte ici aussi, c'est la transformation possible de la formation continue. J'y reviens tout de suite après. Donc, excusez, je vais m'habituer avec la télécommande. Cadre de référence de la compétence numérique. Au départ, il a été rédigé, si vous allez le voir en ce moment. Le cadre de référence s'adresse à tous et toutes. Donc, les élèves, les étudiants, les enseignants, les personnes dans le milieu de travail. Il a été fait pour être de tous les niveaux et s'adresser à tout le monde. C'est sa première particularité. En fait, si vous allez voir dans le référentiel de compétences de la compétence professionnelle des futurs enseignants et enseignantes, on nomme la compétence numérique, mais on fait référence au cadre de référence de la compétence numérique. Plus particulièrement, en fait, dans le cadre de référence, il y a vraiment une dimension qu'on nomme explicitement. En fait, il y a deux endroits dans le cadre de référence qu'on nomme l'intelligence artificielle comme des enjeux. Donc, dans la dimension numéro 2, qui dit ici « développer et mobiliser ses habiletés technologiques », il y a vraiment un élément qui dit « développer une compréhension globale à l'égard de l'intelligence artificielle et de ses impacts sur l'éducation, la société, la culture ou la politique ». Donc, dans le cadre de référence, on s'attend à ce que tous les niveaux, au post-secondaire, tout comme les élèves, tout comme les enseignants, on soit capable de développer une compréhension globale. Un des exemples qu'on retrouve également dans le cadre de référence, cette fois-ci dans la dimension 11, qui est développer un esprit critique, on va dire par exemple que les membres du personnel doivent discuter avec les apprenants et favoriser les échanges entre eux autour de grandes questions contemporaines, par exemple en matière d'intelligence artificielle. Deuxième mention de l'intelligence artificielle dans le cadre de référence. Et dernière mention, ici j'ai triché un peu, ce n'est pas dans le cadre de référence, c'est dans le continuum de la compétence numérique. Il y a un continuum qui part de débutant à avancé et on nomme l'intelligence artificielle et on dit que le débutant doit être capable de développer sa compréhension du concept. Intermédiaire, comprendre comment l'intelligence artificielle influence les fonctionnalités des appareils. Là, on est un petit peu plus avancé. Et dans avancé, comprendre les effets globaux de l'intelligence artificielle. Et là, c'est vraiment d'avoir une posture beaucoup plus critique. Ça ne s'arrête pas là. Il y a d'autres dimensions, en fait, qui ne nomment pas l'intelligence artificielle, mais qui, à mon avis, incluent d'avoir une compréhension, une connaissance de l'intelligence artificielle. Je vous ai mis deux autres dimensions. La première en haut, c'est adopter une perspective de développement personnel et professionnel avec le numérique. Et regardez l'élément de la dimension, acquérir, maintenir ou développer des compétences pour sa vie professionnelle actuelle ou future à l'ère du numérique. Et vous allez voir que d'ici à la fin de ma présentation, je pense que l'intelligence artificielle devrait pouvoir m'aider à acquérir d'autres compétences, en fait. Donc, d'aller chercher de l'information documentée. Donc, c'est des éléments qu'on devrait retrouver lorsqu'on cherche à développer la compétence numérique des élèves, des étudiants, même des enseignants et enseignantes, et finalement de tout le monde. C'est des choses qu'on devrait retrouver. Dernier point, développer sa pensée critique envers le numérique. Et là, on parle de tout. On parle du temps d'écran, mais on parle également, regardez le dernier point, prendre conscience des enjeux liés aux médias, aux avancées scientifiques, à l'évolution de la technologie et à l'usage qu'on peut en poser un jugement critique, notamment en ce qui concerne les bénéfices et les limites du numérique. Remplacer le mot, en fait, avancée scientifique par intelligence artificielle, puis la phrase fonctionne très, très bien, en fait.
Et donc, dans le cadre de référence, sans le nommer dans la dimension 11, on voit bien que c'était quand même un élément important de se dire, bien, je veux bien utiliser l'IA, mais il faut quand même développer un regard critique. Pour tout le monde en éducation, les étudiants, les enseignants. Puis c'est un peu ça qu'on va regarder à travers. Pourquoi je présentais ça de départ? Bien, en formation continue, je suppose qu'on doit réfléchir à comment cette compétence numérique-là doit être développée pour peu importe les métiers qu'on va vouloir faire, donc, et pour nos enseignants. Et donc, ce cadre de référence-là devrait pouvoir nous inspirer un peu. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle en éducation? En fait, vous allez voir le premier texte. Le Conseil supérieur de l'éducation s'est déjà penché sur la question avant même ChatGPT en passant. Le Conseil avait sorti un rapport en 2020 sur le sujet et on parlait à ce moment-là d'IA faible et IA forte. L'IA faible, c'est avec des tâches déterminées, hein, donc des tâches qui sont simples, précises, qui sont donc DeepL, le logiciel qui a été présenté pour la traduction, existe depuis un bon moment quand même. L'IA existe dans vos maisons, hein. Alexa, j'espère que je n'ai pas lancé de téléphone, Siri, mais tous les outils, en fait, permettent vraiment. Donc, on était à des IA quand même, pour l'avoir utilisé, on demande la météo, il nous dit la météo, c'est assez simple. Hein? Donc, on est quand même dans des tâches plutôt simples. Et à de l'IA forte, appliquée à n'importe quel problème. Effectivement, ChatGPT va beaucoup plus loin. On peut l'appliquer dans les différentes disciplines, dans les différents domaines, et ça fonctionne. Qu'est-ce qu'on retrouve dans l'IAED, dans l'intelligence artificielle en éducation? Bon, on peut parler d'analytique de l'apprentissage adaptatif, l'IA génératif, les tuteurs intelligents, l'évaluation adaptative. Donc, il existe vraiment une variété d'usages. Aujourd'hui, dans le fond, je les englobe un peu toutes dans notre discussion sur ces effets-là qu'on peut avoir. Je vous dirais que l'analytique de l'apprentissage, ça ne date pas d'hier. Ça fait quand même un bon bout qu'on l'étudie. C'est probablement ce qu'on retrouve le plus de littérature scientifique sur le sujet. Et ce qu'on voit vraiment aujourd'hui, et pourquoi on est là aujourd'hui, c'est vraiment l'IA génératif qu'on n'avait pas vraiment en fait vu venir tant que ça. Bien, on est plus là aujourd'hui pour ça, bien que les questions se posaient déjà en analytique de l'apprentissage sur les données personnelles, les utilisations éthiques, qu'est-ce qu'on va en faire. Ça fait déjà presque 3 ans, 4 ans qu'on travaille sur les tableaux de bord. Mon collègue de l'Université Laval qui est ici pour en témoigner, mais à l'Université Laval également, ils ont des tableaux de bord depuis un bout. Bien, ces tableaux de bord-là mobilisent des données qui pourraient ou non être utilisées avec l'intelligence artificielle. Donc, ça nous questionne là-dessus. Donc, la formation continue, je reviens au sujet de pourquoi la porte, vous avez un petit logo jaune sur votre vignette. Le double enjeu, pour moi, il est vraiment sur deux plans. Donc, un, les contenus de la formation continue. Qu'est-ce qu'on doit offrir comme contenu en formation continue, en fait? Donc, peu importe qui, là. Donc, peu importe le domaine, vous avez des gens qui vont s'inscrire dans vos institutions en formation continue. On peut s'interroger, mais j'ai-tu des contenus pour tous les domaines disciplinaires disponibles en formation continue? Donc, ici, vraiment, on est dans le développement d'une littératie associée à l'IA. Donc, je veux que les gens qui viennent suivre des cours de la formation puissent se former à l'IA, donc se questionner là-dessus. Je vais me questionner avec vous, je n'ai pas toutes les réponses, puis j'espère avoir des échanges là-dessus avec vous après. Et la deuxième perspective qui m'intéressait également, mais là, j'ai tourné le problème de côté. Je me suis dit, mais comment la formation continue va être influencée par l'IA? Comment on va mobiliser l'IA en formation continue? Et je pense qu'effectivement, on va voir des développements très proches là-dessus. On en voit déjà en formation à distance. Puis on peut se questionner justement sur comment l'IA pourrait être mobilisée en formation continue, non pas dans les contenus, mais comme outil de formation. Pensez à un tuteur intelligent qui accompagne la première série de questions, par exemple. Donc, ce qu'on vous propose comme plan dans la présentation, c'est justement aller un peu dans ces deux niveaux-là. Donc, division simple de la formation continue, j'ai pris celle du ministère de l'Éducation ici, mais vous allez voir, je l'ai modifié rapidement. La formation continue désigne l'ensemble des actions et des activités dans lesquelles les enseignants et enseignantes en exercice, c'est la définition du ministère de l'Éducation, s'engagent de façon individuelle et collective en vue de mettre à jour et d'enrichir leur pratique professionnelle. J'ai juste changé un mot dedans, j'ai marqué dans lesquels des personnes. Peu importe, ici, vous n'avez pas que des enseignants et enseignantes, probablement. Il n'y a pas juste des gens en éducation, vous êtes probablement des gens de formation continue. Donc, vous avez des futurs agronomes, vous avez des agronomes en milieu de travail qui viennent se former chez vous, vous avez des professionnels, vous avez toutes sortes de gens, un comptable qui veut venir se former. Donc, des personnes en but de mettre à jour et enrichir. Et j'ajoutais à la fin, en lien avec l'intelligence artificielle. Pourquoi quelqu'un viendrait se former chez vous en intelligence artificielle? Bien, probablement parce qu'il va avoir des transformations dans son milieu de travail aujourd'hui, demain ou bientôt, en fait. Et ces transformations-là, bien, elles ne sont pas toutes claires aujourd'hui, je vous dirais. On peut vous en nommer. En éducation, j'ai un peu plus d'idées, je vous dirais. Donc, se former sur quoi précisément? Bien, c'est là que je vous propose d'écouter Alexandre qui va nous parler des cadres de littératie numérique
pour s'appuyer sur quoi on devrait former les gens, en fait, de façon générale en IA. Alexandre, je te passe la parole. Merci beaucoup, Normand. Donc, avant d'aborder la formation continue plus directement, je vais aborder la littératie de l'IA de façon générale, c'est-à-dire celle qui concerne vraiment tout le monde. Puis vous allez voir tranquillement, ça va m'amener vous parler d'une problématique en fait qu'on a à l'heure actuelle en formation continue, sur laquelle on pourrait travailler là, dans les prochaines années. Donc d'abord, au niveau de la littératie de l'IA, pour tout le monde, il y a quelques cadres qui sont sortis, quelques curriculums également qui sont sortis dans les dernières années, dont un qui s'adresse aux primaires secondaires. Ça vient de l'Association des enseignants d'informatique aux États-Unis. Et c'est un curriculum qui n'est pas formel, donc c'est déployé de façon inégale, c'est pas enseigné nécessairement systématiquement. Donc c'est la figure que vous voyez à droite. Donc ça vient de Turetsky et ses collaborateurs. Ce sont 5 grandes idées avec lesquelles tout le monde devrait être familier ou familière en sortant de la formation générale, donc du primaire ou du secondaire. Une définition aussi que je peux vous proposer de la littératie de l'IA de Long et Majerko, que vous voyez ici, un ensemble de compétences qui permettent aux individus d'évaluer les technologies d'IA de façon critique, de communiquer et de collaborer efficacement avec l'IA et d'utiliser l'IA comme un outil en ligne à la maison et au travail. Donc, on est vraiment sur une vision très large des contextes dans lesquels l'IA peut être mobilisée, autant dans notre vie personnelle que dans notre vie professionnelle. Donc, ce que je vous propose, c'est de vous montrer quelques exemples issus de ces 5 grandes idées-là qui viennent du curriculum AI for K-12, donc l'intelligence artificielle pour le primaire secondaire, comme je disais. Et ensuite, je vais glisser vers la formation continue. Donc, on peut passer normalement à la première grande idée, celle de la perception. Donc, dans le curriculum qui s'adresse au primaire secondaire, on va voir une progression des apprentissages au niveau du concept de capteur, par exemple. On va commencer par parler de capteurs humains. C'est déjà fait à l'école. Donc, notre sens, l'ouïe, la vue, l'odorat, etc. Pour ensuite parler des capteurs informatiques qu'on connaît bien pour certains, caméra, micro, ça va. Par contre, il existe vraiment une panoplie de capteurs de température, capteurs optiques pour les vestes. Bref, il y a une panoplie de capteurs qui peuvent être utilisés pour que l'ordinateur acquiert des données. Ensuite, ça nous permet de parler de la représentation des données, de quelle façon est-ce que ces données-là vont être stockées sur un ordinateur. Donc, le curriculum est bien conçu parce qu'il montre vraiment une progression et répond à la question de par où commencer pour faire des apprentissages en intelligence artificielle. Et ça nous amène à la deuxième grande idée, celle de représentation de l'information. Et là, on propose des activités qui vont de dessiner un arbre avec des branches, donc qui est une activité de dessin à la base. Ensuite, utiliser ces arbres-là pour représenter des relations entre les choses. Puis finalement, représenter des données sous forme de graphes. Et là, on arrive avec un outil vraiment très intéressant pour aborder la façon par laquelle justement l'intelligence artificielle va créer des liens entre les données, entre les informations. L'idée de représentation, elle est aussi intéressante. Vous avez sûrement déjà entendu l'expression ne pas confondre la carte et le territoire. Mais on est exactement dans cette idée-là pour vraiment développer une compréhension à l'effet que l'informatique, l'intelligence artificielle plus spécifiquement, va travailler avec des représentations du réel qui sont nécessairement partielles. Et ça, c'est important de maîtriser vraiment cette composante-là. Ça nous amène à la troisième grande idée, celle d'apprentissage. Donc, à partir de ces représentations-là, acquises avec des outils de perception, les capteurs, l'ordinateur va apprendre. Donc, d'abord, on parle de comment est-ce que l'être humain apprend. Ensuite, on distingue les façons d'apprendre de l'humain de l'intelligence artificielle. Puis, on en vient plus formellement à faire des distinctions entre les concepts d'apprentissage automatique supervisé, non supervisé, par renforcement. Donc là, on est plutôt dans les techniques d'intelligence artificielle là, qui font partie des principales. Ensuite, la quatrième grande idée, celle d'interaction avec les humains. Donc, une fois que notre intelligence artificielle a appris, qu'on comprend les mécanismes, ensuite, on va s'intéresser à la façon dont elle interagit avec nous. Et là, on parle vraiment du langage. Donc, ici, ChatGPT, on serait tout à fait dans ça. Avant de comprendre comment cet outil-là fonctionne, il faut s'intéresser à la structure du langage humain. Ça, on le fait déjà dans les cours de langue, cours de français, cours de langue seconde. Cette structure-là nous amène à comprendre que le langage est un outil vraiment infini. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a compris comment jouer avec les blocs, on est capable de créer des contenus inédits, de créer des choses qui ne se sont jamais écrites, et ça, on est capable de le faire à l'infini.
Une fois qu'on a compris comment l'intelligence artificielle se représente ça, comment est-ce que nous, on utilise notre langage, on est peut-être capable d'identifier des textes qui seraient difficiles à comprendre par un ordinateur et d'expliquer pourquoi. Et encore à ce jour, tout ce qui est poésie, métaphore, humour, c'est des choses qui sont inégalement comprises par les systèmes d'intelligence artificielle parce que ça demande beaucoup d'informations contextuelles. On peut aller à la 5e grande idée, celle d'impacts sociaux. Donc, c'est la dernière, mais c'est pas la moins importante. D'abord, on parlera pas d'intelligence artificielle. On va commencer par se questionner sur la façon dont les décisions pour lesquelles les décisions peuvent influencer des personnes différemment, que ce soit des décisions prises par des personnes ou par des institutions. Ensuite, on en vient à questionner les impacts d'une technologie sur différents groupes de personnes. Donc, les fameux biais peuvent être abordés à ce moment-là. Puis, éventuellement, les deux, comment est-ce que l'intelligence artificielle peut avoir des impacts différents, une même technologie, des impacts différents sur différentes personnes ou différents groupes de personnes, que ce soit pour des questions d'accès à la technologie, de discrimination ou de niveau de compétence là, qui peut être différent selon les groupes. Donc, la raison pour laquelle je vous montre ça, c'est que ça pourrait constituer le socle d'une littératie de base que tout le monde devrait maîtriser au sortir du primaire, du secondaire, mais en ce moment, c'est pas le cas. C'est pas le cas parce que c'est pas implémenté. Donc, dans un scénario idéal, voilà, en formation générale, on aborderait ces 5 idées-là. Tout le monde aurait une compréhension globale de comment ça fonctionne à peu près. En formation spécialisée, donc que ce soit en formation professionnelle, collégiale technique ou premier cycle universitaire, là où on apprend un métier, là, on pourrait aborder la question des cas d'usage que Normand a évoqué tout à l'heure. Comment est-ce que dans mon métier, on utilise l'intelligence artificielle? Quels sont les cas d'utilisation vraiment très précis, les enjeux particuliers? Et en formation continue, bien, on met à jour les compétences avec des formations qui sont fréquentes, qui sont courtes. Pas seulement, il peut y avoir leur type de programme, mais ce serait un scénario idéal pour pas qu'on ait à toujours repartir à zéro avec une formation très longue. Et là, en ce moment, on peut passer normalement 2 diapos, juste pour montrer le prochain schéma. La prochaine. Ouais, c'est bon. En ce moment, là, excusez pour l'ordre, en ce moment, bien, on est dans un scénario où c'est pas le cas comme je disais. Donc, la formation continue par rapport à l'intelligence artificielle, c'est comme une espèce de grosse boîte où on doit aussi aborder cette littératie de base-là. Donc, je vais donner un exemple dans un instant. Des vignerons, des producteurs de vin qui voudraient utiliser l'intelligence artificielle pour leur récolte, par exemple, dans les champs, ben, ils n'ont pas nécessairement la littératie de base pour comprendre comment fonctionnent à peu près les différentes technologies qui leur sont proposées. Donc, ils doivent développer cette littératie-là un peu par la bande en même temps qu'on va leur présenter toutes sortes de produits ou par différents mécanismes. Donc, voilà ici l'exemple. En 2017, je n'ai pas trouvé de chiffre plus récent, certainement que ça a augmenté. 33% des vignerons en France étaient au fait des possibilités du numérique dans leur domaine. Donc, autant dire que c'était pas un domaine où l'utilisation du numérique en général était très répandue, ou en tout cas, elle n'était pas très spécialisée. Et pourtant, les possibilités existent et existaient déjà en 2017. Par exemple, pour analyser des images captées par drone ou satellite pour détecter des maladies de façon précoce et parfois même de façon plus efficace que des techniques traditionnelles où on va récolter, faire des analyses en laboratoire. Bon, on peut automatiser la récolte, on peut automatiser le désherbage, par exemple. Et vous voyez un exemple à droite, le robot TED, développé par une compagnie française, Naio, qui développe toutes sortes de robots du genre. Et ce robot-là est rempli d'intelligence artificielle, mais pour des tâches très, très précises. Donc, encore une fois, le vigneron qui veut connaître que ces possibilités-là existent, qui veut savoir un peu comment ça fonctionne, quel va être mon rôle, moi, dans l'utilisation de cette machine-là, ben, doit s'en remettre à des mécanismes un peu informels pour se former. On peut penser à la prochaine, là, je vous ai montré quelques exemples. Il pourrait, par exemple, Normand, je sais pas si c'est bon. Ouais, voilà. D'autres, encore un petit peu. Que tu reviens à celle-là ou à laquelle? Non, continue. OK. La prochaine, après les vignerons. Je pourrais revenir après. Voilà. Donc, en ce moment, notre vigneron, ben, il peut s'en remettre à de la formation qui est offerte par l'industrie sur l'utilisation des produits technologiques. Par exemple, la compagnie Naio offre des formations
sur l'utilisation de ces produits. Est-ce que c'est le rôle de cette formation-là de développer une littératie de base avec les 5 grandes idées dont je vous ai parlé tout à l'heure? Mais peut-être pas. Peut-être qu'ils n'ont pas le choix de le faire. Je connais pas leur formation tout à fait, mais peut-être qu'ils n'ont pas le choix de le faire des fois pour que les vignerons deviennent compétents dans l'utilisation. Mais n'en demeure pas moins que c'est pas l'objectif de ces formations-là. Après, il y a des mécanismes un peu informels, la communauté professionnelle, des colloques, des foires où on va pouvoir discuter avec des collègues, savoir un peu ce qui se fait. Mais encore une fois, on n'est pas tout à fait dans le développement de la littératie de base. Puis on pourrait choisir aussi de s'orienter vers un programme de formation continue plus spécifique à l'intelligence artificielle, mais qui n'est pas nécessairement centré sur le domaine des vignerons. Donc, par exemple, le Cégep de Sainte-Foy, le Cégep Bois-de-Boulogne offre une formation continue de quelques sessions qui est quand même un petit peu plus engageante qu'une formation qui aurait été dédiée pour les vignerons spécifiques et leur cas d'utilisation. Mais ça reste une possibilité qui peut intéresser tout le monde. Puis il y a toujours la possibilité de l'auto-formation, mais encore, on connaît des enjeux de la formation continue, la disponibilité des gens, comme ils sont déjà sur le marché du travail, un petit peu moins présente. Puis là, on peut reculer normalement à la diapo avec les différents domaines de formation, parce que là, je vous ai donné un exemple avec les vignerons, mais en fait, on pourrait se poser la question dans toutes les disciplines, puis ça a été évoqué là dans le panel ce matin. En fait, les cas d'utilisation de l'intelligence artificielle en philosophie, quels sont-ils? En biologie, en neurosciences, en psychologie, bon, vous voyez la liste ici, mais ça tient pour toutes les disciplines, parce que des cas d'utilisation, il y en a plein, et il va y en avoir encore plus au fur et à mesure qu'on développe différentes technologies. Et il y a quand même une certaine importance à la spécificité de ces cas d'usage-là, parce que, par exemple, en psychologie, moi, je ne suis pas spécialiste de la psychologie. Je sais qu'il y a un potentiel de l'IA en psychothérapie pour faire certaines choses, peut suggérer des pistes, imaginer des usages de ce que pourrait être l'IA. Par contre, je ne sais pas si ce sont des usages qui sont pertinents, qui sont efficaces, qui valent la peine. Probablement que j'ai beaucoup d'angles morts aussi. Il y a plein d'usages, que c'est pas mon domaine, que j'ai de la difficulté à entrevoir. Donc, de mon point de vue, la formation continue devrait idéalement ne pas s'encombrer avec la littératie de base. Ça, c'est dans un monde idéal parce que tout le monde l'aurait. C'est pas le cas en ce moment. Et vraiment se concentrer sur des cas d'usage disciplinaires qui ont leurs enjeux spécifiques. Voilà. Oui, donc, merci Alexandre. Puis, pour moi, c'est important les cas d'usage. Et là, je me suis permis d'aller un petit peu vers la formation initiale et formation continue des futurs enseignants et enseignantes. Je vous l'ai dit au départ, l'intégration du numérique pour les futurs enseignants et enseignantes ou ceux qui font de la formation continue, en ce moment, dans la majorité des formations au Québec, il ne faut pas que je traverse la ligne, il y a seulement 3 crédits dans les 4 premières années, en fait. Donc, si vous êtes chanceux, il y a peut-être jusqu'à 6 crédits d'intégration du numérique ou, si vous êtes malchanceux, 0. Hein. Donc, ça varie entre 0 à 6 crédits. Donc, ça veut dire environ 45 heures sont consacrées à l'intégration du numérique, tout confondu, en fait, dans le programme de formation initiale des maîtres. Ce que ça veut dire quand même, c'est dire qu'à ce moment-là, on doit autant expliquer comment utiliser le fameux tableau numérique interactif, la robotique, tout ça, mais on devrait également, ce qu'avec Alexandre vient de présenter, expliquer les bases de l'intelligence artificielle pour qu'eux-mêmes puissent pas nécessairement faire un usage avec les élèves, mais y réfléchir puis amener leurs élèves à y réfléchir. Je dis pas que ça doit être dans toutes les écoles du primaire et du secondaire. Je dis qu'on doit être capable d'y réfléchir pour que lorsque les jeunes vont être devant MyAI, est-ce que vous savez, à main levée, est-ce qu'il y en a qui connaissent MyAI, est-ce qu'ils en ont entendu parler? C'est un nouvel outil qui est dans le haut de Snapchat maintenant, qui devient votre ami, qui vous pose des questions et qui est mené par l'intelligence artificielle et ChatGPT derrière ça. Donc, de comprendre que MyAI, qui est dans un outil qui est avec Snapchat, ben, il n'est pas là pour être votre ami vraiment parce que rapidement, il vous demande où vous restez, il vous demande vos 5 photos préférées, tout ça pour faire un marketing avec vous. Donc, et même dans le modèle d'affaires en ce moment, on doit payer pour l'enlever, non pas pour l'avoir, notre ami. Donc, MyAI, nos jeunes primaires, secondaires vont être déjà confrontés à ça. Et donc, mon point, c'est que nos futurs enseignants, enseignantes et nos enseignants et enseignantes qui sont partout dans nos écoles au Québec, ben, ils doivent être formés à ça. Ils doivent être réfléchis à c'est quoi les effets de l'IA sur les besoins pédagogiques, les enjeux didactiques. Est-ce que l'IA peut m'aider vraiment ou peut-il aider mes élèves? On peut se poser la question. Les droits d'auteur, hein, qu'est-ce que je fais quand j'utilise l'IA? Est-ce que j'ai le droit? C'est toutes des questions qu'on doit poser à nos enseignants et enseignantes qui vont être confrontés à ça depuis l'année passée rapidement. Les données personnelles, on sait déjà que c'est déjà un enjeu important lorsqu'on utilise des bases de données en ligne. Bruno l'a nommé ce matin tantôt, ChatGPT. Toutes les questions qu'on pose à ChatGPT sont enregistrées dans notre profil.
Donc, on ne modifie pas la base de données de ChatGPT, mais on alimente ChatGPT d'une nouvelle base de données d'informations à partir des questions qu'on va lui poser. Et le consentement des personnes mineures, bien effectivement, à partir du moment où je prends un travail d'un jeune mineur puis je l'envoie dans une intelligence artificielle qui, elle, va le réutiliser pour autre chose, on peut se questionner sur l'utilisation de ces données-là. Donc, tout ça, dans le fond, les usages possibles pour les futurs enseignants sont nombreux. Hein? Donc, ça, je l'avais déjà parlé dans une autre conférence, mais ça peut aider à la préparation d'un cours, ça peut aider à la création d'exercices. J'ai fait un exercice avec un outil et automatiquement, à partir d'un logiciel, je peux envoyer à ChatGPT, je lui demander de me faire un quiz de 10 questions et de me générer ça dans Google Drive en créant un quiz différent à chacun de mes élèves. Et automatiquement, je me retrouve avec 30 quiz différents qui sont générés par ChatGPT et tout le monde a un quiz différent qui est envoyé directement dans Google Drive qui pourrait être lié à Classroom. Donc là, on commence à trouver des usages assez rapides de faire des feuilles d'exercice, des exerciceurs assez rapidement. On peut penser à l'aide à l'évaluation. Je mettrai un gros drapeau rouge ici de se questionner sur comment l'IA peut m'aider. Est-ce qu'il peut juste être un outil qui m'aide ou c'est un outil expert qui va noter les élèves? Bien, ça, c'est des éléments qu'on doit se questionner sur qu'est-ce qu'on veut faire avec ça, en fait. Parce qu'effectivement, qui accompagne nos élèves, c'est une chose. Qui note mes élèves ou étudiants ou peu importe qui, c'est une autre chose, en fait. Donc, je vais aller un petit peu plus vite. Je vois le temps passer. Moi, je ne sais pas si mal. Encore 9 minutes, un bon 10 minutes. Donc, les usages possibles pour les élèves également sont nombreux. Mais où je veux en venir avec ça, en formation continue ou en formation initiale, je ne dis pas qu'on doit faire ça ou on ne doit pas faire ça. Je dis qu'on doit former nos futurs enseignants et enseignantes ou nos enseignants et enseignantes à réfléchir à ça. Et ça, en ce moment, c'est nulle part dans le programme de formation. Et c'est ça le problème, en fait, que je nomme. C'est un enjeu qu'il y a plusieurs possibilités. Et là, bien, on apprend au fur et à mesure un peu les usages possibles. Et donc, c'est de se questionner bien, où ça va aller. Est-ce que ça va aller en formation continue, en formation initiale? J'ai l'impression que c'est un peu des deux pour le moment, mais il va falloir se questionner ce qui va dans le programme, ce qui ne va pas là. Et même les fausses nouvelles, fausses informations, je vous ai mis des photos. La photo au centre, en fait, si vous la voyez, jusqu'à aujourd'hui, il y avait les journaux ne savaient pas si c'était une vraie ou une fausse photo, en fait. Donc, l'article, lui, il était vrai. Celui à gauche, l'article est faux, la photo est fausse. Celui au centre, la photo est fausse, l'article est vrai. Et à droite, ce sont 3 chercheurs qui ont soumis un article scientifique à une revue évaluée par les pairs, 3 pairs à l'aveugle, et tout le monde l'a évalué satisfaisant. Il a été publié. Et après, les auteurs ont dit que c'est ChatGPT qui ont écrit l'article, en fait. Donc, ils ont voulu faire l'exercice de le faire évaluer par des experts externes à l'aveugle. Et là, l'exercice est intéressant, mais pourquoi je le mets ici, en fait, et pourquoi ça devient important de former à ça en formation continue ou de réfléchir à ça? Bien, cet article-là va devenir une réalité dans la prochaine base de données de ChatGPT 4 qui va l'utiliser. Et là, on voit qu'on vient de tomber dans une boucle un peu sans fin, que chaque exercice de fausse nouvelle ou fausse information devient vrai pour la prochaine itération, en fait. Le chien Soya, si vous n'avez pas lu l'article, c'est super intéressant, mais il n'existe pas le chien Soya, il n'a pas sauvé quelqu'un dans l'incendie. Mais par exemple, dans la prochaine base de données, probablement que Soya va vraiment sauver quelqu'un dans l'incendie, en fait. Donc, cet exercice-là, pour vous montrer que nos futurs enseignants et enseignantes et ceux qui sont là vont devoir réfléchir à former leurs élèves et leurs étudiants sur ça. Ça a été nommé pour le journalisme tantôt que l'humain ne peut pas disparaître. En fait, c'est impossible parce que c'est celui-là qui va pouvoir traiter ces données-là. Et donc, ça s'inscrit vraiment un peu partout. Pour ceux qui ne connaissent pas le cadre de référence de la compétence professionnelle, bien, ce qu'on nomme là de l'IA, bien, ça s'inscrit vraiment à plusieurs endroits dans la compétence de nos enseignants et enseignantes. Autant qu'on doit agir en tant que médiateur, médiatrice d'éléments de culture, autant que ça peut nous aider à planifier des situations d'apprentissage, mettre en œuvre des situations, évaluer les apprentissages. Donc ici, ça, c'est le référentiel qui a été rédigé il y a 2 ans, je ne me trompe pas, 2-3 ans. Mais donc, si vous cherchez l'intelligence artificielle, il n'est pas dans le référentiel du tout, mais là, on peut se questionner comment on va former nos enseignants. Là, j'ai vraiment mis mon chapeau enseignant, enseignante et sciences de l'éducation, mais vous comprenez que c'est un enjeu pour nos enseignants et enseignantes, mais pas que, mais pour tous les domaines de formation continue. La transformation, Alexandre, on n'a plus beaucoup de temps. Tu vas faire ça vite en 1 minute pour ton point? Oui, bien sûr. En fait, ici, ce que je propose, c'est tout simplement un croisement entre le modèle ADI, qui est très utilisé là, en design pédagogique, et les usages potentiels de l'intelligence artificielle. Parce qu'en formation continue, encore plus peut-être qu'en formation traditionnelle, on veut vraiment un alignement très serré entre des objectifs de formation issus du milieu du travail et le design. Donc, vous voyez, selon les différentes phases de ce modèle-là,
On pourrait penser à plein d'usages. Là, par exemple, au niveau de l'analyse, on peut faire des profils des apprenants pour essayer de mieux les comprendre. Au niveau du design, on peut faire des prototypes, créer des vidéos automatiquement, des vidéos de synthèse, par exemple, développer certaines ressources numériques. Une fois qu'on fournit un corpus, on peut demander à une intelligence artificielle de mettre ça en forme. Au niveau de l'implémentation, il y a toute la question de la rétroaction rapide, personnalisée, qui peut offrir un avantage. Au niveau de l'évaluation, analyser les données d'utilisation, les traces d'apprentissage, l'analytique de l'apprentissage dont parlait Normand. Et ça, d'ailleurs, je vous ai mis un exemple à droite ici, c'est un article sur LinkedIn. Plein de gens se questionnent pour le métier de concepteur pédagogique, conceptrice pédagogique, quels peuvent être les usages de l'IA pour supporter ça. Donc, plein de discussions qui sont en cours en ce moment-là. Donc ici, vous voyez, on a changé un peu le paradigme. Là, je vais parler de qu'est-ce qu'on doit enseigner. Ici, j'essaie de réfléchir à... Et on s'est prêté au jeu comment l'IA peut transformer justement la formation continue. L'exemple qu'Alexandre vient de donner, effectivement, on voit qu'on peut l'intégrer un peu partout. Inquiétez-vous pas, j'ai une diapositive sur les limites, les enjeux, là, donc on pourrait y réfléchir ensemble. Ici, on ne prenne pas ça, mais pour chaque point qui sont là, on pourrait nommer des enjeux également là, de droit d'auteur, de droit économique, d'enjeux. Il y a un paquet d'enjeux, là, on est conscient de ça. Ici, on s'est juste prêté au jeu de se dire, si l'IA transforme les contenus, comment il peut transformer la formation continue? Donc, je vais continuer dans la même lignée, en fait. Moi, je me suis posé la question, Alexandre a proposé comment ça peut transformer la création d'un cours. Moi, je suis allé à une échelle un peu plus élevée. Je me suis dit, ChatGPT travaille sur des milliards de sites web, des milliards de paramètres. On a dans nos centres universitaires, si je vous pointe ici, mais il y a plein de cours déjà qui existent en ligne. On fait des cours il y a des cours autoportants. On en a déjà plusieurs. On a beaucoup de ressources éducatives libres. Je reviens tantôt parce que j'y crois. Je me suis dit, quelqu'un qui vient faire de la formation continue, il arrive dans votre institution, il pourrait se poser une question plus générique de dire, je veux m'inscrire dans tel programme, mais il y a peut-être un problème qu'il veut régler ou un élément de sa profession. Je me suis questionné. Et ici, exemple, je me questionne sur le développement durable en éducation. Qu'est-ce que sait-on sur le sujet? Qu'est-ce que je pourrais faire pour mon établissement scolaire? Et là, je me suis dit, je suis allé voir à l'Université de Montréal, à la FEP, quel programme je pourrais avoir. Mais là, je me retrouve en éducation. Peut-être qu'il y aurait des choses du programme d'éducation qui seraient intéressantes pour moi. Il y en a peut-être dans environnement et société. Puis il y a peut-être même sciences et technologies qui a des morceaux. Et là, j'ai juste poussé la réflexion. Et c'est un enjeu de données. Quand tantôt on disait que ChatGPT n'est pas fiable, si à partir du moment où on lui fournit des données fiables au départ, quand on va lui poser des questions, les réponses vont se baser sur ce qu'on va lui fournir, en fait. Et c'est le prochain modèle. Il y en a déjà des outils en ligne qu'on peut fournir nous-mêmes, nos propres PDF, nos propres documents. Et je l'ai testé. Je vais vous le présenter tantôt, un outil qui s'appelle Perplexité. Je travaille avec Alloprof, secteur jeune. Et là, Alloprof travaille justement à essayer de réfléchir à ça, à l'IA, les chatbots, ces choses-là. Mais Perplexité, si vous commencez votre question par « selon le site Alloprof » et vous nommez votre question, toute la réponse est basée sur le site d'Alloprof, les vidéos d'Alloprof, les contenus Alloprof. Donc, à partir de ce moment-là, la qualité de la réponse est drôlement plus fiable, là, parce qu'on a les références et on a d'où ça vient. Et mon hypothèse, c'est que dans un avenir moyen ou assez proche, c'est ce qu'on va voir. C'est qu'à partir du moment où on a beaucoup de contenu en ligne en formation continue, ici, c'est des courtes durées, on pourrait très bien poser cette question-là et se retrouver justement avec un cursus qui a été fait automatiquement à partir de l'intelligence artificielle. Là, je sais, c'est petit. J'ai prévu le coup. Donc, ici, à gauche, j'avais demandé à ChatGPT de me produire un cours sur le développement durable en éducation en 5 semaines, une courte durée. Donc là, il pourrait aller chercher du matériel dans les différents cours qui existent déjà. Donc, sa formule est intéressante. Introduction au développement durable, les piliers, les établissements scolaires, la sensibilisation et la mise en place d'un projet. Mais là, je me suis dit, Bruno en a parlé tantôt, on est en train de travailler sur un chapitre de livre sur l'IA centrée sur l'humain. Et je me suis dit, c'est important de voir où la place de l'humain. Et j'ai demandé carrément à ChatGPT, tu peux-tu me proposer une variété d'activités où l'humain va être au cœur des activités? Puis effectivement, là, on voit que mettre en place un débat, réaliser une étude de cas, élaborer un plan d'action, visiter une infrastructure, créer des contenus médiatiques, on a parlé tantôt de podcasts en journalisme, on voit que dans le fond, on pourrait très bien avoir un processus. Et c'est pas utopique de penser ça. Là. Je l'ai fait en partie en utilisant différents outils, mais imaginez que j'avais accès à une base de données de tous les notes de cours, de tous les cours qui existent sur un portail de formation continue. Automatiquement, ça pourrait se générer assez facilement. Les PowerPoint, les vidéos, en passant, les outils existent déjà, de prendre les vidéos et d'avoir la narration en français, en anglais. Donc ici, vraiment, on pourrait avoir facilement des bases de corpus fiables, valides, parce que c'est nos contenus de cours qu'on a déjà, en fait, et de générer. J'y reviens tantôt au problème de droit d'auteur. Les ressources éducatives libres, c'est une des façons qu'on peut le voir. Et donc,
un autre exemple ici, tout simple en passant. Imaginez quelqu'un qui a besoin de faire générer quelque chose. Si vous connaissez Synthesia, bien, Synthesia est capable de générer à partir d'un texte une vidéo avec la voix, puis une voix synthétique automatiquement à partir des contenus. La même question que j'aurais pu poser à mon outil aurait pu passer de ChatGPT automatiquement à un autre outil qui est Voice AI ou bien Synthesia et créer une vidéo et avoir une réponse automatique comme ça. Pourquoi j'en parle? Mais un enjeu qu'on voit de plus en plus au post-secondaire, les enjeux d'inclusion, hein, la diversité des contenus. C'est pas tout le monde qui peut juste lire les textes. Donc, d'avoir des outils qui peuvent synthétiser, mais aussi créer des réponses à l'audio, à la vidéo et sous forme de texte, bien ça, avant, ça aurait pris 1 mois, 2 mois, 3 mois des centres de formation. Et là, sans qu'un humain intervienne là-dedans, ça ne fonctionne pas. Hein. Il y a quand même un élément qu'un humain. Moi, je pense que ça va redéfinir des rôles, ça n'enlève pas les humains, ça redéfinit des rôles, c'est une évidence pour moi. Donc, vous avez vu le schéma ce matin là, qui parlait des outils de la recherche. Bien, j'ai réfléchi à une IA centrée sur les enseignants et les apprenants pour voir bien, comment ça pourrait modifier un peu cette chaîne-là. Au départ, pour moi, c'est essentiel de voir que les humains doivent produire des contenus, qu'ils soient vidéo, audio, texte. Ça prend des enseignants, enseignantes, des experts de contenu qui vont produire des contenus fiables. C'est la base. Si on se fie juste à ChatGPT et à des bases fermées qu'on ne connaît pas, ça ne fonctionnera pas, en fait. Ça nous prend des contenus fiables. Ces contenus-là vont être répétés par des centaines et des centaines d'enseignants, donc ils peuvent être répétés et qui peuvent être agrégés à partir des outils qui existent déjà. Donc, ChatGPT est excellent pour ça. Lateral est là, MindGrasp fait également ça. Ce qui fait ces outils-là, c'est qu'ils font simplement agréger des contenus qui existent déjà. Imaginons qu'il y a une cinquantaine de profs qui sont réunis, ont produit des contenus, et là, j'aurais un autre enseignant. Ici, c'est un autre enseignant qui, lui, va demander d'aller faire agréger. En passant, on le faisait déjà comme enseignant. On lit dans des livres, on le cherche partout. On fait juste synthétiser des contenus, mais ces contenus-là doivent avoir été rédigés par des humains à quelque part. Là. Et c'est ici qu'il y a une validation. Et si on continue le processus, cet enseignant-là, qui est un prof de littérature dans un cégep ou un prof de biologie, va produire de nouveaux documents, de nouvelles vidéos, de nouveaux podcasts qui vont être accessibles à ses étudiants, qui, eux, vont devoir interagir avec ChatGPT, un enseignant, et pourquoi pas même revenir aux auteurs originaux. Donc, cette chaîne-là, quand même, n'enlève pas les humains tant qu'à moi. Les outils font juste modifier nos rôles, modifier nos tâches, mais il y a toujours une étape de validation. Donc, pourquoi je pense que ça peut influencer la formation continue? Bien, il y a beaucoup de contenu disponible quand même. J'associe un peu formation continue, formation à distance. Là, je comprends qu'il y en a en présence également, mais il y a beaucoup de matériel qui est disponible, en fait. Et donc, j'ai presque fini. Ça fonctionne? Les ressources éducatives libres comme terrain d'exploration. Je ne sais pas si vous connaissez OpenStack, LibreText. Bien, ces bases de données-là, tantôt, je vous ai dit, ChatGPT, on ne connaît pas tant que ça les corpus qui sont derrière. On se doute qu'il y a du Wikipédia. Mais ici, j'ai accès à des ressources libres, donc qui sont faites pour être réutilisées, qui sont traduites automatiquement. LibreText le dit, regardez en haut à droite, c'est marqué chimie première année. OpenStack, bien, c'est la traduction du livre en anglais de toute façon qui est ajustée. Et donc, je pourrais avoir accès à plusieurs manuels en chimie, en biologie, en peu importe les domaines disciplinaires, et poser une question que moi, je ne comprends pas. Et lui poser, je l'ai essayé avec perplexité, je lui ai posé « Va voir dans LibreText pour ta réponse ». Et cette fois-là, la réponse est basée sur ces outils-là. Donc là, je n'ai pas une réponse qui n'est pas appuyée, j'ai une réponse qui vient d'outils validés, en fait. Et pourquoi je pense que ça peut transformer, en tout cas du moins en partie, la formation continue? Bien, si on se base sur les contenus qui sont produits dans nos établissements, bien, ça va ajouter quand même une certaine richesse à tout ça. Donc, à partir du livre Chemistry sur le site openstacks.org, vous voyez ma question. Bien, automatiquement, regardez, les 3 références qu'il m'a données sont sur le site d'OpenStack. Il est allé chercher dans le manuel que je lui ai demandé, en fait, et la réponse, elle a été rédigée à partir des ressources qui étaient disponibles. Donc, on pourrait faire ça avec plusieurs sites, combiner plusieurs sources, mais Perplexité permet vraiment de chercher sur le web en temps réel, d'avoir les ressources en bas, mais aussi de nommer la condition un peu pour le centrer. C'était le même exercice que j'avais fait avec HelloProf, mais je l'ai essayé avec Chemistry et ça a bien fonctionné. Les défis, je ne vous ai pas oublié, puis je sais qu'il va y avoir des questions là-dessus. Mais les droits d'auteur et le modèle financier, donc c'est sûr que ça redéfinit en partie justement, mais c'était le problème avec les ressources éducatives libres également. Là, on avait ce questionnement-là sur c'est quoi le modèle financier. Aller approcher une maison d'édition pour aller publier avec un livre en open access. Vous allez avoir beaucoup de questions là-dessus sur bien, on fait quoi une fois que les ressources sont réutilisées par une autre personne, réutilisées par une autre personne? Je crois que ça change le rôle des humains, mais que ça n'enlève rien. Éthique et données personnelles, effectivement. Donc, il faut réfléchir à quelles sont les données qu'on va donner sur la machine puis lesquelles on va utiliser. Je ne reviendrai pas sur les enjeux de données personnelles. Changement des rôles ou nouveaux rôles. On voit bien qu'il y a un défi quand même de se dire, bien, OK, il va y avoir des changements de rôle. Je l'ai plus loin dans une diapo, mais je pourrais y revenir. Là, mais compétences que vous avez peut-être tous perdues.
Qui se rappelle d'aller à la station-service parce qu'on a perdu notre chemin? L'ancêtre du GPS, en fait. Donc, l'ancêtre du GPS, c'est d'ouvrir un bottin à A4, la cellule, trouver l'endroit, trouver le nom de la rue. C'est une compétence qui n'existe plus vraiment, en fait. Donc, on a des nouvelles routes, des nouvelles ressources. On doit quand même lire des plans puis des cartes. Je veux dire, d'aller consulter à la station-service qui remplace le GPS, ça n'existe plus. Ce matin, il a parlé que le ChatGPT, ce n'est pas un perroquet. Effectivement, dans la littérature, on va parler de stochastic parrot, donc un perroquet aléatoire. Donc, il répète quand même des choses qu'il a vues ailleurs, mais de façon aléatoire. Donc, ça varie, ça se transforme. Mais moi, je dis souvent que c'est un peu le miroir de l'utilisateur. Hein. Si on n'est pas très compétent et qu'on ne sait pas quelle est la réponse qu'il nous fournit, on va croire la réponse qu'il va nous donner. Et au contraire, plus on est compétent, plus l'outil va nous aider à produire quelque chose d'efficace. Perte de compétences dans certains domaines, c'est une crainte quand même qu'on a. L'accès aux technologies, Simon Collin l'a nommé, en fait, privé-public, c'est dès maintenant qu'il faut se positionner et réfléchir aux enjeux privé-public. On ne peut pas laisser quand même toutes les bases de données fermées, mais ça crée d'autres enjeux. Yoshua Bengio l'a présenté ce matin que l'ouverture des bases de données fait que tout le monde y a accès aussi à l'infrastructure, mais donc il y a un enjeu d'accès aux technologies, ceux qui vont avoir, ceux qui n'auront pas. Hein. Le plagiat, il y a une salle complète qui est consacrée là-dessus. On n'en reparlerai pas tant que ça, bien qu'on peut en discuter. Il y a aussi des enjeux d'environnement qu'on peut se poser. Une des questions qu'on doit se poser pour l'environnement, la pollution, les serveurs informatiques, c'est parfois, avec des algorithmes très simples ou des équations très, très simples, on va arriver au même résultat. Donc, la question qu'on va devoir se poser un jour, c'est, pour le résultat que j'ai besoin, est-ce que j'ai vraiment besoin de passer par, on a nommé Wolfram Alpha tantôt ce matin, mais on n'a peut-être pas besoin de passer par l'intelligence artificielle pour faire de quoi qu'on faisait très simplement avant, en fait. Si c'est juste une recherche sur Wikipédia, peut-être qu'on est mieux d'aller sur Wikipédia plus que de lancer des serveurs d'intelligence artificielle pour le volet environnemental et les infrastructures disponibles. Donc, si je ne me trompe pas, conclusion, Ivado, je vois le président qui est derrière d'ailleurs, en fait. Une émission, il y avait un article là-dessus récemment, la semaine passée, qui disait c'est accélérer l'adoption de l'intelligence. C'est une émission, c'est la troisième, je ne me trompe pas, de Ivado. Moi, j'ai pris le chapeau de l'éducation et je me dis, l'éducation, notre mission, en tout cas, c'est de développer une compréhension pratique, éthique et critique de l'IA. C'est ce qu'on fait aujourd'hui, c'est ce qu'on fait avec les autres, et c'est ce qu'on fait avec Ivado également par un ensemble de financements qui est disponible. Mais cette idée-là d'être capable de, développer la littératie de l'IA chez les acteurs et actrices de l'enseignement supérieur, c'est essentiel pour moi. Le pôle de l'IA a fait plein d'initiatives. On commence à développer des cours, on doit continuer à faire ça. Comment on va y réfléchir dans la discussion. Adapter l'offre de formation continue au changement induit. Moi, c'est les cas d'usage. Alexandre a nommé tantôt les cas d'usage. Je ne connais pas tous vos cas d'usage, mais je pense que la formation continue doit dès maintenant s'asseoir avec leurs experts et dire c'est quoi les cas d'usage, c'est qu'est-ce qu'on peut faire avec l'IA, qu'est-ce que vos étudiants, quand ils vont arriver sur le marché du travail, vont faire avec l'IA pour réfléchir à se dire les professionnels vont être confrontés à de l'IA dans 1 an, 2 ans, 3 ans. Ça ne se fait pas seul, ça va se faire avec des gens qui connaissent bien l'intelligence artificielle et mettre en place des mécanismes pour encadrer les usages de l'IA en enseignement supérieur parce qu'effectivement, on les a déjà, on réfléchit déjà à l'utilisation des données dans les tableaux de bord. Ça veut quand même dire que qu'est-ce qu'on a le droit de faire. Exemple concret, est-ce qu'on peut se permettre d'utiliser des données pour faire du recrutement à l'international, pour faire les admissions pour les bourses d'études, par exemple? Est-ce que ce serait un usage acceptable de se dire, maintenant, on ne regarde plus les dossiers étudiants, on met ça dans la machine, puis on détermine qui a le droit des bourses d'études puis qui n'a pas le droit des bourses d'études? Donc, c'est de mettre en place des mécanismes pour encadrer ça dans l'ensemble des établissements. Mais pour faire ça, il faut de la formation continue pour réfléchir à ces usages-là. Tous les images viennent de Midjourney en passant. Donc, merci.